Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. 'Cause a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. On y va ? Ok. Bon, je vais parler de groupe quasi-fuchsien et de théorème d'uniformisation de Beers. Donc, je tiens à signaler que je connais ce sujet que depuis très récemment et qu'il y a des gens bien plus compétents que moi là-dedans. Donc, si je dis trop de bêtises ou des trucs faux, bah, n'hésitez pas à me crier dessus et à m'interrompre. Alors, l'idée, c'est qu'on va essayer de regarder des... Donc, je dis très rapidement ce qu'on va essayer de regarder, et puis je préciserai rigoureusement ça un peu plus dans quelques temps. Donc, on va essayer de regarder des groupes gamma dans PSL2 de C. Donc PSL2 de C, on peut le voir comme les isométries de H3. Et on va regarder des groupes qui vont avoir des espaces limites, qui sont des cercles très tordus, des quasi-cercles, et qui ont donc en fait deux disques sur la sphère, donc la sphère à l'infini, deux disques stables. Et à partir de ces groupes, en fait, on peut construire deux surfaces hyperboliques. Le théorème d'uniformisation de Beers dit qu'à partir d'un couple de surfaces, donc la même surface avec deux structures hyperboliques, on peut toujours prolonger la dynamique de ce couple à la boule. Donc c'est très flou ce que je raconte, mais je vais préciser tout de suite. Donc, bon, pour introduire tout ça, je dois parler de groupe. D'abord, les miens. Alors, l'espace hyperbolique, il y a deux modèles. Donc je fais des rappels très élémentaires. Peut-être que vous avez déjà entendu ça avant, mais donc il y a deux modèles. Il y a le plan supérieur et la boule. Modèle de la boule. Et on a deux métriques associées. Alors, je parlerai en fait j'utiliserai les deux modèles en fonction de ce dont j'ai besoin. Et bien sûr, ce sont les mêmes espaces modèles. Alors, je continue dans les rappels élémentaires, comme ça on est sûr de ce qu'on fait. Donc, on a le bord de l'espace hyperbolique, c'est ces chapeaux, enfin donc la compactification de C, donc la sphère, on le voit là-haut, et on a PSL2 de C qui agit sur ces chapeaux
de la manière suivante. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez très certainement vu. Et l'action, on peut étendre cette action à H3. Donc c'est ce qu'on appelle l'extension de Poincaré. Donc, tu dis pas, c'est une action de PSL2C sur H3 qui s'étend à la... En fait, je prends l'inverse. Ouais. Alors, en fait, ce qui va jouer un point, enfin, ce qui va être très important ici, c'est que PSL2C, en fait, on va le voir comme le groupe des isométries de H3, le groupe des transformations conformes de la sphère, et aussi les Fuchsiens, donc les sous-groupes discrets de PSL2 R, on peut aussi les voir dans PSL2C. Donc c'est pour ça que donc PSL2C, c'est vraiment ce qui va faire marcher le truc, peut se voir sous différentes façons. Donc je choisis cette façon de le voir. Donc bon, c'est des choses extrêmement élémentaires, mais c'est juste pour préciser tout ça. Alors, bon, anecdotiquement, je vais expliciter cette action. Donc avec le modèle du plan supérieur, cette action peut être explicitée assez facilement. Donc H3, en fait, on peut le voir comme inclus dans les quaternions. Avec l'inclusion suivante. Et l'action d'une certaine matrice sur un zeta qui vaut va être exactement cette action, mais en remplaçant le paramètre z par un quaternion. Donc ça me donne ça. Donc ça, il faut vérifier que bon, ça stabilise bien ce truc-là. Quand on le voit dans cette inclusion, c'est assez facile, c'est un calcul élémentaire. Bon. C'est-à-dire qu'on prend à la base un élément zeta qui appartient à H3, donc T est strictement positif. Quand on regarde un truc comme ça, donc déjà, bon, les quaternions, c'est pas commutatif, bon, faut quand même écrire un tout petit peu, mais c'est juste du calcul. Il faut vérifier que quand on fait cette opération-là, on retrouve un truc qui s'écrit comme un nombre complexe fois un nombre strictement positif fois J. Calcul. Bon. Donc c'est juste pour vous dire que cette action est vraiment complètement explicitable. Voilà. Alors. Quoi ? C'est faux ? Il y a beaucoup de gens. Le rapport, là, comme les quaternions, de quel côté? Oui. Bah, en fait, ça et ça, on peut vérifier que ça commute, mais c'est pas grave. Zeta plus D. Voilà. Ah, c'est bon. Merci. Non, mais enfin, on peut l'écrire à gauche et à droite, quoi. L'inverse, voilà. Alors, donc, on peut vérifier que cette action préserve la métrique. Et bien sûr, la proposition, c'est que les isométries, donc préservant l'orientation aussi de... On peut réaliser en fait toutes les isométries de H3 par des éléments de PSL2C. Ok. Il y a la formule explicite, il y a ça. On jette tout ça là-dedans et je te laisse faire le calcul. Alors, définition, c'est... Donc, j'ai parlé de groupe, donc le titre c'est groupe kleynien. Donc on va prendre un sous-groupe de PSL2 de C. Donc on dit que gamma est kleynien si gamma agit proprement
discontinuement sur H3 ou de manière équivalente, gamma est sous-groupe discret. J'ai une question d'ordre historique. Oui, alors ça, Est-ce que je dis une connerie si je dis que Klein il était plus avant Fuchs? j'en sais rien du tout, ça pour le coup. Et du coup, les groupes fuchsiens qui sont des trucs plus simples que les groupes Klein. Alors que. C'est point carré. Je sais pas qui a fait mon clavier et mon clavier, mais c'est pas clair. C'est pas Klein. Non. Non, mais c'est pas. En général, les gens ne donnent pas leur propre nom. Enfin, bon. En général. Alors, donc, un tout petit rappel élémentaire. Donc, agit proprement discontinuement sur H3 veut dire que quel que soit K compact, il n'y a qu'un nombre fini de gamma que gamma. Voilà. Donc ça, tout le monde connaît, mais c'est juste pour faire joli. Alors, on va définir donc on va se donner un groupe kleinien et on va définir ça comme l'ensemble limite de gamma. Donc égale les points d'accumulation d'une orbite. Et c'est indépendant de l'orbite. Donc, si on regarde un point et qu'on itère justement l'action de PSL de dessus, ça va nous donner une orbite. L'action est proprement discontinue, donc il n'y a pas de point d'accumulation par définition dans H3, mais quand on prend la boule c'est compact, donc tout de suite dans une boule va avoir des points d'accumulation. Donc il y a des points d'accumulation qui sont nécessairement sur le bord. Ok. Donc, la sphère, je la noterai toujours, c'est union à l'infini. Ok. Donc, maintenant qu'on a ces définitions élémentaires, alors bien sûr, les groupes kleiniens sont à la base de la construction de variétés hyperboliques. Donc, typiquement, si on prend un groupe kleinien, il faut rajouter une autre condition, à savoir qu'il n'y a pas d'éléments paraboliques, elliptiques, et ça donne justement des groupes fondamentaux de variété hyperbolique, variété de dimension 3 avec une métrique hyperbolique complète. Ok. Mais je ne vais strictement pas parler de tout ça, donc c'est pour ça que je ne vais même pas l'écrire. L'objectif là, c'est il y aura toute la partie hyperbolique qui va passer sous le tapis dans cet exposé, mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est dans ces groupes kleiniens, certaines classes de groupes qu'on appelle quasi-fuchsiens. Alors, définition, si gamma est kleinien, on dit que gamma est quasi-fuchsien si l'ensemble limite est un quasi-cercle. Alors, qu'est-ce qu'un quasi-cercle ? Égal
l'image d'un cercle par un F quasi conforme. Et pour la définition de quasi conforme, il faudra attendre un tout petit peu. D'accord ? Donc, alors, on a la sphère C, ok. Donc un cercle, c'est ça, ok. Mais un quasi-cercle, c'est plus un cercle, enfin c'est un cercle topologiquement, mais ça peut être quelque chose de très 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 compliqué. Alors, il y a des très belles images sur Internet, oui. Du coup, est-ce que c'est possible d'être un quasi-cercle, d'être un cercle topologique c'est-à-dire Ouais. sans être un quasi-cercle? Est-ce que c'est possible d'être... Ça, je pense pas que tous les cercles soient des quasi-cercles dans... Si on prend, je pense, un bout lisse et un bout pas lisse, ça serait Et si on prend quelque chose de dense, enfin, c'est pas possible. Non. Non. Je sais pas, mais bon, j'ai... Attends, je dis un truc sur la topologie. Oui, un cercle, donc un truc qui est par une application, un homéomorphisme de C, l'image d'un cercle. Enfin, ouais, ou plutôt qui est l'image d'un homéo sur son image d'un cercle. Bon, un cercle topologiquement, mais qui n'est... Et alors, comment ce serait possible que ce soit pas un quasi-cercle. ce point? Je sais pas. quasi-cercle, c'est pas quasi-conforme. Ça applique déjà Non. Quasi-conforme, justement, c'est pas... Enfin, il y a... je parle pas de description à l'aise. Mais même une application quasi-conforme n'est pas forcément une application C1. C'est une application dérivable au sens des distributions, donc c'est encore plus faible. Donc je sais pas si... Bon. Je sais pas. Ok, donc on a l'image suivante. Donc, on a un phi de la sphère qui va envoyer donc un cercle, ici un vrai cercle, sur quelque chose de très compliqué. Donc, ce quelque chose de compliqué, c'est topologiquement un cercle. Donc il y a le théorème de Jordan, je crois, ou quelque chose comme ça, qui dit que, quelle que soit la complexité du cercle, ça sépare deux régions qui sont des disques. Donc il y a un disque en haut et un disque en bas. Et on a une action de gamma donc, sur cet espace limite, enfin sur la sphère à l'infini. Et en particulier, donc, on a une action sur oméga+. Si on regarde l'action de gamma sur oméga+, on peut aussi parler d'espace limite, et l'espace limite, ça va être justement ce quasi-cercle. Quand on fait le quotient, donc, ce sera topologiquement, ce sera la même chose, d'accord ? Mais là, on aura deux structures complexes différentes, parce que deux actions, les actions ne seront pas les mêmes. Okay. Donc ça nous donne oméga moins sont deux surfaces de Riemann différentes. C'est bon ? Alors, donc oui, bien sûr, il y a juste un petit argument, c'est que comme l'ensemble limite est ce quasi-cercle, l'action au-dessus et en dessous est proprement discontinue, d'accord ? C'est pour ça qu'on peut faire le quotient et c'est pour ça que tout ça, ça marche. Alors, en particulier, ce quasi-fuchsien, donc en tant que groupe abstrait,
c'est un groupe de surface, à cause de ça. Donc le revêtement universel de cet espace topologique, c'est le demi-plan point carré, c'est un groupe de surface. Alors, Quand gamma il agit forcément sur gamma plus, sur oméga plus, c'est ça? alors oui, et tu veux dire, est-ce que ça peut permuter les deux? Je crois qu'il faut enlever ce truc que ça Est-ce que c'est gratuit avec l'orientation? Ouais. C'est possible, c'est possible, mais... J'ai l'impression que tu dois renverser l'orientation si tu veux envoyer la Ouais. Enfin, soit c'est avec l'orientation qu'on gère ce problème, ou soit on peut directement gérer dans la définition ce problème en disant qu'il y a un domaine qui est stable et que ça n'envoie pas l'un vers l'autre. De toute façon, il y a deux domaines qui sont définis, donc on peut dire si ça stabilise ou si ça envoie l'un vers l'autre. Bon. Donc, j'arrive au théorème très important de cet exposé, le théorème d'uniformisation de Peirce. Donc, ce théorème dit que cette image, enfin, c'est cette façon de voir les choses, on peut renverser on peut faire les choses à l'envers, c'est-à-dire se donner deux surfaces de Riemann et essayer de voir si justement, il y a un quasi-fuchsien qui va les uniformiser, enfin qui va les uniformiser en même temps. Ok. Alors, comment écrire ça proprement? Donc, si G1 et G2 sont deux groupes fuchsiens, alors il faut ajouter la condition géométriquement fini. Donc ça signifie que le domaine fondamental a un nombre fini de côtés. Alors bon, il y aura certaines hypothèses qui seront des fois là, et des hypothèses techniques comme ça qui seront écrites, et des fois elles sauteront. Donc ce sera en fonction de... bon, on verra. Voilà, moi je pense à des groupes de surface, à un groupe de surface voilà, de genre G, voilà, compact, voilà, typiquement. Mais je crois qu'en toute généralité, on peut aller sur des trucs un peu bizarres, mais bon, on peut dire égal groupe de surface compact. Voilà. Donc tel que G1. Donc il y a un isomorphisme de groupe entre les deux. Donc c'est le même groupe en fait. Et on demande que l'espace limite de l'action de G1 sur le demi-plan de Poincaré et l'action de G2 sur le demi-plan de Poincaré soit le cercle à l'infini. C'est bon? Alors, la conclusion de tout ça, c'est alors, il existe un sous-groupe de PSL2 de ces quasi-fuchsiens d'espace limite gamma de G donc plutôt que de vous écrire ça de manière très compliquée, je vais vous refaire le même dessin. Cet espace limite détermine deux régions. Il y a plus et oméga moins. Et tel que donc ce groupe J là-dessus, tel que l'action de G sur oméga plus est conformément conjugué à l'action de G1 et la même chose, donc G sur oméga moins est conformément conjugué à l'action sur H2. Voilà. Ok. Alors conformément conjugué, ça signifie qu'il est
donc ça va définir la même structure complexe. Ok. Il existe un biolomorphisme Voilà. plus dans H2 Ouais. que tout soit- Donc typiquement, ce qui va se passer, c'est que là, on a deux. Donc ça, c'est topologiquement un disque. Là, on a un disque oméga plus, et là, on a H2. Donc il va exister un phi qui va être une application conforme qui va envoyer ça vers ça. Et si on prend un élément ici, son action ici va être conjuguée par ce phi. Voilà. Et c'est conforme, pas quasi conforme. Voilà. Parce que là, on a déjà quelque chose de quasi conforme. Et vraiment conforme, donc ça signifie que la structure complexe induite sur la surface de Riemann sera exactement la même. Ok. Donc, je vais donc essayer de vous expliquer comment ça marche en faisant la preuve avec un certain degré d'exactitude et de détail. À certains moments, je passerai certaines choses sous le tapis. Mais je vais essayer vaguement de vous motiver ce théorème. Alors, je ne vais pas vous donner des exemples, mais on va essayer de voir ce que ça implique, ce qu'on peut dire d'intéressant. Donc tout ce que je dis là ne sera pas du tout expliqué ultérieurement. C'est juste pour faire joli. Alors, typiquement, on a donc ce théorème en fait dit que on peut caractériser les espaces quasi-fuchsiens par deux copies de l'espace de Teichmüller. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que donc on a un certain espace A H de sigma qui va être donc on va se fixer sigma une surface de genre G compacte sans bord pour simplifier. Rho fidèle discrète modulo l'action de PSL2 de C, et on a donc Rho pi1 PSL2 de C, donc fidèle discrète et d'image quasi-fuchsien, modulo l'action de PSL2 de C. Donc on a bien sûr ça qui est inclus là-dedans. Hop, ça qui est inclus là-dedans. Alors là on a une belle topologie. Et donc bon, le théorème de Beers implique que il existe une bijection avec deux copies de Teichmüller, de l'espace de Teichmüller. Bon, il y a des choses très intéressantes qu'on peut dire. Là, pour l'instant, c'est juste une paramétrisation, mais voilà, là, on a quand même beaucoup plus de structure en le voyant là-dedans. Sur Teichmüller aussi, on a beaucoup plus de structure. On peut dire beaucoup plus de choses, mais je ne vais rien dire de tout ça. Beaucoup plus que bijection. Je pense. Enfin, je pense que c'est une complexification de l'espace de Teichmüller. Il y a une, voilà, enfin... Est-ce que c'est un Oui. Alors, il y a un truc assez sympa, c'est quand on regarde, donc, il y a un théorème qui s'appelle le théorème, qui implique que KF est une boule, donc dans cet espace-là. Donc ça, c'était une remarque. Une autre remarque, c'est que on peut s'intéresser, donc on a... c'est topologiquement une boule. C'est ça qui est au-dessus. C'est ce qui est au-dessus. Ah oui. Tu veux dire c'est plus qu'une bijection, c'est homéo, ça tu veux dire. Ouais, non, mais c'est même pas ça que je veux dire. Je veux dire que... donc effectivement, cette remarque est à peu près triviale compte tenu de ça. Si c'est intéressant pour la suite. Non, pas du tout. Mais c'est complètement inutile, effectivement. Donc bon, je laisse tomber cette paramétrisation. Bon, un truc intéressant, c'est on a un sous-groupe discret de PSL2 de C, donc qui agit en particulier sur l'espace hyperbolique. On peut se demander quelle est à quoi ressemble l'espace quotient. D'accord ? Donc on a une variété de dimension 3 associée à ce groupe quasi-fuchsien. Donc l'idée, c'est que si on prend ρ quasi-fuchsien, on peut se demander, mais à quoi ressemble... Donc ça, c'est
homéomorphe à la surface croix R. Donc je dis seulement homéomorphe parce que bon, topologiquement c'est ça. La structure hyperbolique qui est cachée derrière est beaucoup plus compliquée et pour le coup ça nous emmène très loin et je ne veux pas dire n'importe quoi. Alors c'est un théorème qui est dû à... Ok. Bon, il y a aussi pas mal de choses qu'on peut dire justement. Donc il y a cet espace limite, on peut regarder son enveloppe convexe et quotientée par l'action du quasi-fuchsien et ça va nous donner une surface. C'est un homéo ici, c'est un théorème, quoi. C'est pas facile. Enfin, moi je vois pas de démonstration triviale que c'est un homéomorphisme. Bon, peut-être. Bah, pour l'instant, à partir de là, je veux dire, le théorème de Beers en lui-même n'implique en aucun cas ces choses-là. D'accord ? Ça ne dit rien sur la topologie, ça ne dit rien sur comment dire, cette topologie-là, ça implique rien du tout. Ouais. Ouais, mais homéomorphisme pour quelle topologie, pour quelle structure, enfin. Bon, c'est des remarques complètement anecdotiques, je ne vais pas du tout démontrer quoi que ce soit de ce qu'il y a sur cette partie du tableau. C'est juste pour vous motiver peut-être pour des... Je suis désolé, mais en fait, est-ce que tu as une idée juste vague de code de comment ça marche ce genre de truc? Qu'est-ce qui marche? Que c'est un homéo, ce machin. Enfin, tu vois, Ça? ouais. Ça? J'ai cherché le papier de Marden, je ne l'ai pas trouvé. C'est un papier super ancien que j'arrive pas à mettre la main dessus, mais si ça porte son nom, je pense que ça doit être comme... Faire au bord et tu mets la géométrique. Intuitivement, moi j'ai pas trop de mal. Ah non, mais l'intuition, c'est ça. Là, tu as une preuve précise. Ouais, je donne une idée de comment on fait vraiment une preuve de ce genre de truc. L'intuition, ouais, peut-être la surface en haut. Ok, non, mais c'était... Je sais pas. Ok. Donc après ces remarques intéressantes, mais auxquelles je ne peux pas apporter plus de, plus de détails, on va essayer de regarder. Donc il me reste une demi-heure. Je vais essayer de vous expliquer la preuve du théorème de Beers. Et donc, pas une preuve précise, mais quels sont les outils qui sont utilisés. Alors, je ne sais plus où j'en étais dans ma numérotation. On va dire 4 ou 3. Donc, si je prends F dans un homéomorphisme, on dit que F est quasi conforme s'il existe mu fonction bornée mesurable. Okay. Avec des alors, il y a un truc que je ne vais pas du tout détailler dans toutes ces histoires, c'est que pour l'instant je parle d'homéomorphisme, mais là je dérive. Bon. Alors c'est une dérivée au sens des distributions. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est pas des fonctions C infinies, c'est pas des fonctions lisses, ces histoires-là. D'accord ? Mais... Ouais, alors du coup, ton mu, t'as pas envie qu'il soit borné par le bas aussi ou comme ça? Non. Non? Non. Bah, si mu est nul, en fait, ça veut dire que c'est conforme. C'est tout simplement... Ça, c'est enfin, 0, c'est holomorphe. Donc, en fait, il y a un défaut au fait que ce soit holomorphe qui est caractérisé par une fonction. C'est tout. Alors... Donc,
Donc à cette quantité, à une fonction quasi conforme, on peut associer donc je sais plus, c'est facteur de dilatation, je crois, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en plus. Donc on dit que f est conforme si mu est égal à 0, ou de manière équivalente, donc ça c'est complètement trivial ce que je raconte. Le facteur de dilatation est égal à 1, ou la définition qu'on a en tête. Ok. Donc un petit exemple. Non. Non, oui, il y a un truc qui me perturbe en fait, Ouais. c'est que, a priori, si mu est borné, ce serait aussi un truc qui est quasi conforme, non? J'ai pas compris. Si mu était borné, là. Ouais. Alors, on a envie de dire aussi que c'est quasi conforme. Il y a un truc que je comprends pas de la conformité, mais. Pourquoi il y a le 1, c'est ça? Pourquoi c'est un 1, ouais. Euh, Au début, je me suis dit que c'était juste une convention, mais là, du coup, vu le facteur que tu as pris, c'est un truc qui va exploser quand mu est très proche de 1. Ouais. Et c'est probablement la bonne définition. Alors, je pense que c'est lié justement à des structures conformes sur une surface. En fait, une structure conforme, c'est une classe d'équivalence de métrique. Et justement, le facteur, enfin, tu peux multiplier dans une classe de conformalité de métrique, tu peux multiplier, enfin, tu peux passer d'une métrique à l'autre en multipliant par un facteur. Donc, c'est renormalisé à 1. Donc, c'est une explication assez vaseuse. En gros, le fait qu'il y ait un ou autre chose, c'est qu'on a renormalisé tout ça. Enfin, Ok, mais du coup, on a l'impression qu'avec la convention que tu as pris, si tu vois le rapport df sur dz bar sur df sur dz, le sens de distribution, il tend vers 1 alors que tu as un truc qui est plus. non, mais cette fonction-là est complètement fabriquée pour marcher avec ça. Hein. Enfin, ça, pour l'instant, je ne l'utilise pas du tout. Et... Ah, mais ce que je veux dire, c'est juste même ça. J'arrive. Quoi? Que si k tend vers l'infini. Si tu prends mu égale à 1, j'ai l'impression que l'équation te dit f constante. Non? Ça fait des moins sur des moins x, moins y, des moins sur des moins sur y, etc. Égal machin, tu identifies. Non? Je pense pas que c'est constant. Si c'est... Tu vois, une grille, il faut regarder quelle. Moi, j'ai l'impression que le calcul, Bon. c'est un peu d'échelle. La définition... Oui. Si on prend deux structures complexes différentes sur Mhm. une Mhm. surface, on peut toujours trouver un homéo quasi conforme qui s'appelle comme ça avec un mu infini strictement. Ouais. Alors pourquoi il y a le 1, je sais pas honnêtement. C'est marqué partout 1. Bon. On peut sûrement trouver des homéos Je pense que c'est le minimum. qui sont pour lequel le mu est plus grand que 1. Ouais. Parce que ce qui va se passer là, c'est que peut-être qu'il faut toujours trouver un homéo quasi conforme avec un mu plus petit que 1. C'est possible. Tu veux dire, si tu prends l'inverse, le mu doit être transformé en. Non. Alors, un exemple clé est le suivant. Donc, on va regarder les... Alors là, en fait, j'ai défini seulement une application quasi conforme sur C. Il faut donc voir ce que c'est qu'une application quasi conforme sur C chapeau, sur S2, ou sur une surface de Riemann quelconque, donc une surface topologique munie d'une structure complexe. Donc pour ce faire, on peut se dire, on regarde cette équation localement. Alors le problème, c'est que si on regarde localement, on va pas avoir le mu ne sera pas défini. C'est-à-dire que si on a une carte locale où on a un z et un z bar local, quand on fait une transformation conforme justement sur ces coordonnées locales, le mu va changer. Donc je vais donner une autre définition plus intuitive de cette notion, ou au moins vous dire ce que ça implique au niveau de ce qu'on appelle les champs d'ellipse, et vous convaincre que justement cette définition-là peut être
transporté à n'importe quelle variété surface de Riemann. Alors, donc, en fait, quand on a une fonction de C dans C qui vérifie ça, ce que ça signifie, c'est que donc, bon, quand on prend un cercle dans C et qu'on prend une application conforme, donc ça envoie un cercle vers un cercle. Donc ça, c'est conforme. Quasi conforme, donc ça va envoyer. Donc quand j'entends cercle, c'est donc ça c'est pas vraiment C, c'est l'espace tangent d'un point de C. D'accord, une application de C dans C, différenciable, il y a un espace tangent à chaque point de C et chaque espace tangent est C justement. D'accord. Donc sur l'espace tangent, une application quasi conforme va envoyer un cercle d'après cette équation-là. Les coordonnées donc ça c'est les coordonnées Z et Z bar. Donc dans les coordonnées Z et Z bar, ce cercle va être transformé vers en une ellipse qui peut être dessinée comme ça. D'accord ? Mais là, tu demandes un peu plus de régularité. Je joue un peu là au niveau. Effectivement, quand on prend une application C1 de R2 dans R2, au niveau des espaces tangents, c'est ce qui se passe. D'accord ? Ça marche aussi avec ça. Bon. Donc, en fait, on peut définir tout simplement une application quasi conforme avec un homéomorphisme qui, sur les espaces tangents, va envoyer les cercles vers des ellipses dont le rapport entre le bas et le haut est borné sur tout. Ton mu infini, ça va être l'excentricité de. Ouais. Enfin, ça va être le rapport de ça sur ça, quoi. Non, je crois que c'est l'excentricité. Je sais plus ce que. Parce que c'est l'excentricité, alors c'est raisonnable que ça fasse. Voilà. Ça soit plus petit que 1. Voilà. Donc on a la réponse. Merci. Ok. Donc tout ce blabla qui est vraiment très élémentaire, c'était juste pour vous convaincre que les applications quasi conformes, c'est juste des choses très proches des applications conformes. Alors, le théorème qu'on va utiliser pour démontrer le théorème de Beer, c'est le théorème suivant. Donc j'ai pas voulu faire de traduction parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi et rendre ça encore plus moche. Donc l'idée c'est qu'on va pouvoir en fait résoudre. Là on a une équation différentielle, on a une équation dérivée partielle. C'est-à-dire que si on fixe mu, on cherche une fonction qui vérifie cette équation-là. Ce théorème nous dit qu'il y a une solution en fait. Donc concrètement, ça signifie que si mu et l'infini avec donc il existe une fonction C dans C quasi conforme et on peut dire un petit peu plus, c'est-à-dire que toutes les solutions de cette équation sont paramétrisées. Je crois qu'il y a le choix de trois valeurs 0, 1 et l'infini. Mais bon, enfin, l'idée c'est qu'on en a une au moins et c'est bien. Alors, ce théorème en fait a une déclinaison en termes de C chapeau. Donc là en fait, j'aurais pu d'emblée mettre C chapeau ou C.
Ouais. l'unicité si tu fixes le de 3 points. Je crois, oui. Je crois. En fait, on ne va pas du tout l'utiliser. On va pas utiliser. Enfin, il y a une façon de paramétriser toutes les solutions. Toujours dans les histoires d'équations différentielles, je veux dire, il y a toujours des conditions initiales qui vont être vérifiées et ce sera unique après. Mais je ne sais plus exactement ce que c'est. Je crois que c'est 3 points, enfin 3 points quelconques et c'est bon. Au plus 3 points. Je ne sais plus si c'est 3, 1 ou 2. Enfin, au plus 3. 3 en général, c'est bien pour quand on fait de la... Ok. Donc ce théorème, je vais pas du tout le démontrer. Hein. Alors, un fait important, donc c'était une question qui était posée tout à l'heure, c'est si on se donne une surface munie de deux structures complexes, sigma 1, sigma 2. Donc, si les structures complexes sont différentes, il n'y a pas d'application conforme entre les deux. Mais en fait, il existe un phi qui va de quasi conforme. Ok. Donc, je ne sais pas si... je pense pas qu'on puisse réaliser tous les mu en fait. Il n'y a pas une version surface quelconque pour ce théorème, je ne suis pas sûr. Mais je pense pas en fait. On sait que ça existe, mais on ne sait pas avec quel mu, enfin ça peut tomber avec n'importe quel mu. Pardon ? Non, quasi conforme, dans la définition, c'est mu plus petit. Ouais, plus petit qu'un. Donc j'attire juste votre attention sur le fait que je ne sais pas si ce théorème-là peut se généraliser à toute surface de Riemann avec deux métriques de surface. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Là, c'est pas juste, il existe une application quasi conforme. On peut réaliser toutes les fonctions mu. On choisit une fonction mu, on peut résoudre l'équation différentielle. Est-ce qu'on peut le faire sur une surface de Riemann beaucoup plus compliquée? Je ne sais pas. Bon, c'est juste une... Le groupe des homéomorphismes conformes d'une structure complète donnée est fini, c'est le même que le groupe des isométries. Ouais. Ouais. On pourrait imaginer que c'est unique Ouais. au groupe, un groupe fini prime. L'idée, c'est qu'on peut toujours réaliser, on peut toujours passer d'un point de Teichmüller à un autre point de Teichmüller par un élément du mapping class group. Et justement, ce théorème, je crois que c'est... on ne peut pas transformer... Le mapping class group, il agit conformément discontinuellement sur Il y a une définition d'espace Teichmüller avec ce genre de technologie. Donc dès que tu as deux surfaces, tu as un truc quasi conforme, tu en as plein, et tu en as un qui est minimal, et le mu f pour le f minimal quasi conforme, ça va te définir la distance de Teichmüller. Ouais. Donc ça existe, il y en a plein, il y en a un qui est minimal, qui est parti. Sauf erreur, je crois. D'accord. Ok. Bon, voilà. Je vais juste utiliser ce fait. Ok. Donc, avec ces deux faits-là, on va donc
on part de deux groupes fuchsiens. Donc, ils agissent tous les deux sur le demi-plan de Poincaré. Donc on peut voir le demi-plan de Poincaré, on peut voir deux copies du demi-plan de Poincaré sur la sphère. Donc il y a une copie qu'on va appeler U, une copie qu'on va appeler L. G1, donc ce sont deux groupes qui abstraitement sont les mêmes. Et on peut regarder l'action de G1 au-dessus et l'action de G2 en bas. Donc on peut aussi regarder donc G1 agit aussi, donc ça c'est une remarque triviale, agit aussi sur le bas, et G2 agit sur le haut aussi. Okay. Donc, par hypothèse, on a que l'ensemble limite des deux, c'est R chapeau étant ce cercle-là. Mais l'action n'est pas forcément la même sur le bord. D'accord ? Alors, donc, on sait que L sur G1, L sur G2 sont les mêmes surfaces topologiques et ont des structures complexes différentes. Donc on va utiliser le fait 1 pour dire qu'il existe un phi G2 quasi conforme. Ok ? C'est bon ? Alors, donc ça signifie que ce phi vient avec un certain mu. Mu, c'est une application de LG1 dans C, bien sûr, avec toutes les hypothèses qu'on a vues tout à l'heure. Ok. Donc maintenant, on va regarder, on va projeter L sur donc le demi-plan de Poincaré, on va le projeter sur la surface de Riemann, ok, et aller dans C. C'est-à-dire que maintenant, mu, on le regarde comme une application de fonction là-dessus. Alors on peut aussi étendre mu à C chapeaux en posant mu tilde restreint U est égal à 0. Donc on la prolonge, donc elle est définie en bas, et on la prolonge par 0 en haut. Ok. Donc là, on a toujours une fonction qui vérifie ça. Donc on peut appliquer, comment ça s'appelle déjà? Measure-Riemann Mapping Theorem. Donc le théorème Measured-Riemann Mapping Theorem. Alors, ce théorème implique qu'on va pouvoir intégrer, résoudre l'équation différentielle. Donc il existe un... Donc là, pardon, bon, je vais juste changer mes notations. Désolé. Donc il va exister un phi qui va de la sphère dans la sphère, quasi conforme, avec... Ok. Donc, une remarque très importante, c'est que, certes, donc phi est quasi conforme de la sphère dans la sphère, mais comme mu tilde... Pardon.
merci. Ok. T'es en retard ou pas? Non. Tu peux ralentir un tout petit peu alors, parce que tu vas trop vite pour moi. Tu veux que je ralentisse? Ok, d'accord. Je pensais déjà être lent, mais... Alors, donc, tu veux que je répète ce que j'ai raconté là ou... Je veux bien un petit peu. Alors, donc j'ai pris deux Fuchsiens, donc deux sous-groupes discrets de PSL2-2R. Ils vont, donc, qui sont, on va dire, isomorphes en tant que groupe. Donc je les fais agir au-dessus et en dessous. Et ce que j'obtiens, quand je fais agir en dessous, les deux espaces topologiques sont les mêmes, mais justement, comme l'action est différente, les structures complexes sont différentes. Bon. Alors, comme les structures complexes sont différentes, certes, donc il n'y a pas de fonction d'homéomorphisme conforme qui va passer de l'un à l'autre, mais il y a une application quasi conforme qui va passer de l'un à l'autre. Ok, ça c'est le fait que j'avais énoncé tout à l'heure, qui est juste là. Donc le fait que ce soit quasi conforme, ça veut dire qu'il y a une certaine fonction associée, donc qui va mesurer le défaut de conformité. Et cette fonction mu, je vais regarder en composant par cette projection-là, je peux la regarder comme une fonction du demi-plan inférieur, L. Okay, je vais étendre cette fonction mu en une fonction qui est nulle au-dessus. Bon, et je vais intégrer ou résoudre l'équation différentielle en mu tilde pour obtenir une fonction quasi conforme sur la sphère qui vérifie ça. Alors que la remarque importante, c'est que certes, c'est une application quasi conforme de la sphère, mais phi restreint à U est conforme. Et ça va être très important. Parce que justement, mu tilde est nul. Donc il y a zéro, enfin, cette quantité-là, quand on la dérive au-dessus, sur l'hémisphère supérieur, est nulle. Ok, là, du coup, j'ai suivi ligne à ligne ce que tu faisais, mais qu'est-ce que. J'arrive. Donc, l'idée, c'est que... J'arrive. Bon. Alors. Maintenant, j'ai ça. Bon. C'est un homéo. Ouais. C'est un homéo quasi conforme de la sphère, qui est conforme sur l'hémisphère supérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer ce groupe-là. Donc, je vais conjuguer l'action. Phi restreint à U, c'est phi, du coup, elle va de U dans. Enfin, elle envoie U dans U, quoi. Enfin, elle envoie U dans. Enfin, Ah, d'accord, putain, c'est fini. Non, on ne voit pas du tout. c'est ça, enfin, il y a un truc qui me. Je sais pas ce qu'elle fait exactement. Ouais, on sait pas ce qu'elle fait. Mais en tant que l'application, c'est une application conforme. Bah, voilà. Donc le cercle à l'infini, justement, par définition, c'est un quasi-cercle. Et justement, U va être envoyé vers l'hémisphère supérieur déformé. Donc voilà. Alors, justement, je vais conjuguer le groupe fuchsien par ce phi, quasi conforme. Alors, on peut vérifier que soit on peut vérifier par des dérivées partielles, ou soit on peut vérifier en regardant le champ des ellipses que ça, donc G, est conforme. Donc, ça veut dire que quand on prend... Quoi? J'ai pas compris. T'as pris mu de telle sorte que ça soit. C'est ça, quoi. Bon, on peut regarder les dérivées partielles. On peut, voilà, c'est juste un calcul. Comme il me reste 10 minutes, tout à l'heure, j'ai. C'est là que les choses se passent, c'est un peu là que toi, au départ, tu as conjugué un groupe, Ouais. un sous-groupe discret de PSL. Ouais. C'est par un machin au bord qui est plus quasi conforme. Ouais. Ce qu'on est en train de dire, C'est conforme. parce que c'est pas toujours vrai. Quand je conjugue un groupe, Alors, c'est pas toujours vrai que c'est-à-dire que par un truc quasi conforme. G1 est conforme. Quand tu conjugues un conforme par un quasi conforme, c'est toujours conforme. Je crois pas, non. Est-ce que c'est juste dans ce cas-là J'ai l'impression que c'est général. C'est-à-dire on conjugue un conforme par un quasi conforme, c'est conforme. Non, ça sera Noël, ça, parce que. Non, je crois que C'est l'endroit où t'arrives, il faudrait que ce soit le même facteur de dilatation que l'endroit où tu pars, tu vois. Bon.
Parce que là, C'est vrai que la fonction milieu, elle serait constante sur les orbites de phi. parce qu'elle vient on a. Et c'est ça où. Alors, c'est peut-être... C'est bizarre que ce soit toujours vrai, parce que Dans ce cas-là, c'est vrai. c'est vrai. Dans ce cas-là, c'est vrai. Ouais. À la preuve de module sur son terrain, Ouais. il arrive justement, il a deux réseaux co-comptables. Ouais. Il arrive avec ces réseaux, ils sont conjugués par un truc quasi conforme. Ouais. Il doit vraiment beaucoup travailler pour en déduire que. Ah non, pour en déduire que le truc quasi conforme, c'est une chose que jamais dit. Donc, moi, je m'étais convaincu, parce que quand j'ai lu ça quelque part, et c'est marqué, il est facile de voir que quand on conjugue comme ça donne quelque chose de conforme. Donc, je m'étais convaincu en commençant à faire le calcul des dérivées partielles, en me disant, bon, il y a en tapant dessus assez longtemps, enfin en écrivant 2-3 lignes de calcul, on va voir que quand on prend un élément gamma ici et un truc comme ça, sa dérivée en z bar sera nulle. Et j'ai laissé tomber parce que c'était un peu pénible, et bon... Je crois que c'est général. En tout cas, là, c'est juste. Donc, on a une application conforme de C chapeaux dans C chapeaux. Parce qu'en particulier, un élément de G1, on peut étendre son action c'est un sous-groupe de PSL2 de C. Donc, on peut aussi le regarder comme un élément agissant sur C chapeaux. Donc, conforme de... Donc, ça, c'est inclus dans PSL2 de C. OK. Ouais. Prends une isométrie hyperbolique. Mhm. Donc, je prends comme G1 le groupe engendré par Mhm. une seule isométrie. Maintenant, je prends un homéo quasi conforme de C qui n'est pas un élément de PSL de C, ça existe. Mhm. Le conjugué de mon isométrie, là, ça va peut-être. Alors, si on prend... Si j'ai envie d'appliquer juste à une isométrie, c'est démontré s'il est vrai tout le temps, je l'applique à une isométrie. Ouais. Dire conjuguer un truc conforme au bord par un truc quasi conforme, c'est toujours conforme, ça fait quand même bizarre. Est-ce que c'est un sous-groupe normal ou pas Enfin, c'est ce que ça signifie, en fait. Peut-être que tu utilises le fait que G1 n'est pas n'importe quoi, est assez gros. C'est vraiment marqué, il est facile de voir que. Donc, effectivement, j'aurais dû faire plus attention. Je veux bien réfléchir proprement un peu après. Mais Pas n'importe quel classique. Ah, peut-être que dans la preuve, tu utilises le fait que ça vient de ça. que c'est un. Ouais. Alors, effectivement. Effectivement, pour ce phi-là, ça va peut-être marcher. Mais pour un phi quelconque, ça ne marchera pas. Bon. Donc, bon, conforme. Ouais. Bon. Je suis désolé, je n'ai pas de réponse claire. Je m'étais convaincu que c'était facile, mais effectivement... c'est peut-être pas complètement général, parce que quand on conjugue n'importe quoi par une matrice quelconque, ça marchera pas. Merci. Et conforme. Et donc, c'est un sous-groupe de PSL2 de C. Donc, ce qu'on voit, c'est que donc c'est un groupe lénien. Donc, on a l'image suivante. Donc, on a notre phi. On a G1 qui agit là-dessus. G2 qui agit là-dessus. Donc, R chapeau, phi de R chapeau, c'est par définition un quasi-cercle. Ok, donc maintenant G agit là-dessus. Donc, ce qui se passe, c'est que clairement, l'action de G1 sur U est conjuguée à l'action de G sur ce oméga plus, qui est égal ok. Et c'est conjugué, donc c'est conjugué par un quasi conforme, mais qui est en fait conforme sur ça.
Donc ça va définir au quotient la même structure, la même surface de Riemann. C'est bon? Je pensais à autre chose, tu peux répéter la dernière. Donc on a cette image-là, d'accord? Donc en particulier, l'action de G1 sur U est conjuguée à l'action de G sur oméga plus, par définition, par phi. Phi est a priori quelque chose de quasi conforme, mais par la remarque que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire parce que le mu tilde a été étendu à U par 0, phi est conforme. Donc on a une application conforme qui passe de là à là, et telle que l'action soit conjuguée. Donc au quotient, ce sera la même structure complexe qui va arriver. Okay. Donc après, on a H qui était quasi conforme, donc c'était notre H de départ. Donc maintenant, si on regarde phi rond H moins 1, donc ça va de il y a moins. Et bien là, l'action de G2 sur L va être conjuguée par celui-ci. Donc ça, c'est tout simplement, il suffit d'écrire le diagramme et c'est exactement la même chose. Va être conjuguée par celui-ci et on peut vérifier avec la même remarque que ça, c'est conforme. Conforme et conjugue l'action de G2 sur L et l'action de G sur oméga moins est égal à phi de L. Ok. C'est bon? Donc voilà. Ça nous dit que on a réussi à uniformiser simultanément deux surfaces de Riemann par un quasi-fuchsien. Mais voilà. Et j'ai plus rien à dire. Quid de l'unicité? C'est-à-dire... Ouais, mais effectivement, là, j'utilise ça pour le construire, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une autre méthode? Il y a une unicité, mais je sais même plus, enfin, j'ai même pas regardé pourquoi. Enfin, alors, donc si on prend un quasi-fuchsien et qu'on regarde, mais non, mais si on prend un quasi-fuchsien et on lui associe on peut lui associer deux points sur l'espace de Teichmüller. Si on prend ces deux mêmes points et qu'on fait la construction inverse, par définition de la construction, c'est justement le quasi-fuchsien. Là, tu montres que C'est clair, il y a des choix dans la Ouais. Quoi? Il y a des choix. Je crois que ça découle du fait que l'ensemble limite est mesure nulle en fait. Pour un quasi-fuchsien. Ouais, c'est un truc comme ça. Mais je pense que c'est un truc comme ça parce qu'en fait, l'idée c'est que si tu as deux conjugués, enfin, deux quasi-fuchsiens qui sont conjugués par un homomorphisme qui est homomorphe sur chacune des parties, Ouais. alors en fait, il est globalement homomorphe. C'est ça. Et ça, en fait. Déjà, est-ce que c'est clair que ça implique l'unicité? Ah oui, parce que tu as une C'est ça qui fait l'unicité, c'est de dire que tu as deux quasi-fuchsiens, les deux sont conformes sur le même. Comme tu utilises les deux biomorphismes, ils s'étendent. C'est l'ensemble dans lequel ils sont séparés. Si des mesures nulles, ça veut dire que le coefficient de Beltrami est une mesure nulle et la théorie des applications quasi conformes te dit que Ah d'accord, oui. ce sera là. Et je pense que c'est validant. Effectivement. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Ok. Ok.